Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec vous sur Sud Radio et on va parler d'un beaucoup de sujets avec Rani Slimane. Bonjour, vous êtes militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Jean-Philippe Dugois-Clément, vous êtes maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, premier vice-président de l'association des maires d'Île-de-France. Ça tombe bien, on va parler de nos maires et je rappelle que les vraies voix seront ce soir en direct du salon des maires. Demain, ce sera Patrick Roger qui sera là-bas. C'est important de parler de nos maires. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon, et Romain Marsilly, directeur général de Nouvelle Énergie. Donc les maires de France en colère, comme tous les ans, on a envie de dire, mais cette année on sent qu'il y a quand même une colère un petit peu plus profonde. Les agriculteurs avec la coordination rurale qui veut le chaos, la FNSEA qui appelle à de nouvelles mobilisations. Faut-il travailler 7 heures de plus pour gratuitement, pour financer la Sécu? Bref, on a plein de sujets avec vous. On va commencer avec vous, Romain, puisque c'est un sujet d'actualité, mais néanmoins plus léger, on va dire. Oui, je voulais faire un coup de cœur pour saluer l'extraordinaire carrière de Rafael Nadal, qui a disputé hier son dernier match lors de la Coupe Davis. Bon, on n'est pas là pour parler spécialement de tennis, mais si je voulais parler de Nadal, et pourquoi pas après tout, mais au-delà de sa grande carrière, qui a un parti lié grandement avec la France et avec Paris, avec ses 14 victoires à Roland-Garros, c'est aussi pour souligner un certain état d'esprit, l'élégance de ce joueur. Et je ne sais pas si vous avez pu lire ce papier, mais Roger Federer lui a fait une lettre ouverte formidable qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en lui rendant hommage. On sent qu'il y a beaucoup de sincérité, qu'il y a beaucoup d'admiration pour Nadal. Et Federer dit même, merci à Nadal de m'avoir fait encore plus aimer le tennis. Et si je voulais en parler, c'était pour dire que c'était quand même des exemples, ces grands champions de fair play. Et on en a vraiment besoin dans le sport. On en a vraiment besoin. Et puis je pense qu'on en a aussi besoin en dehors du sport. Et de voir même à ce niveau d'exigence, de compétition, tout ce respect, cette admiration, cette cordialité, je pense qu'on en aurait besoin dans toute la société. Et dans des temps où l'outrance est généralisée, la vulgarité est souvent partagée, de voir deux grands rivaux qui se respectent, on aimerait voir ça partout, y compris en politique. Oui, c'est commentaire. Oui, je partage ce que dit Romain, en effet, en l'occurrence, mais c'est vrai que il y a autre chose qui est frappant, c'est la longévité de la carrière de ces grands joueurs. Moi, c'est ce qui me frappe. Est-ce que ça sera encore possible? Je pense pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, c'est 15 ans, 20 ans de carrière à peu près, Nadal et Federer. Ouais. C'est assez rare. Je pense pas que par le passé, Borg et McEnroe et Connors aient eu une longévité aussi importante. C'est ce qui frappe aussi avec ces grands champions, et bien évidemment leur état d'esprit. Mais bon, le tennis, c'est un sport où en général, globalement, la cordialité, je veux dire, règne. Oui, est un peu plus élégant. Avis, non? Oui, bien sûr. Oui, non. Moi, je suis un grand fan de sport et évidemment, je pense que en France, on n'a peut-être pas la tradition, comme dans d'autres pays, de vraiment. Comment dirais-je, rendre les lauriers aux grands champions. Peut-être que ça se fait plus dans d'autres pays que dans le nôtre. Et pour ce qui est de la cordialité, je sais pas, parce qu'effectivement c'est propre un peu à chaque sport. Il y a moins de conflictualité, ne serait-ce que par l'interaction entre les joueurs au tennis que par rapport à la boxe ou d'autres sports. Mais ça restera un grand. Et pour comparer à la boxe, oui, c'est du calibre de Mohamed Ali, c'est du calibre de Zidane, c'est du calibre sur d'autres sports. Mais je suis pas sûr, par contre, que le manque de conflictualité en politique soit une bonne chose. Au contraire, je pense que c'est, contrairement au sport, il en faut un petit peu. Et avec le respect. Voilà, avec le respect. Conflictualité, oui, sur des vrais sujets, pas sur des postures, et puis pas dans la vulgarité, malheureusement. Mais il faut que ça parle. Il faut que ça parle. Jean-Philippe, vous, c'était un coup de cœur? C'est entre le coup de cœur et le coup de gueule, en fait. Je ne sais pas comment le classer. C'est assez inclassable. Vous l'avez peut-être vu, on vient d'apprendre, la libération a été rendue à sa famille de Aou Darrieri. C'est cette jeune Iranienne qui, le 2 novembre, s'était à l'Université libre de Téhéran dévêtue pour protester par rapport à la police des mœurs qui oblige à l'université le port du voile intégral, qui avait été arrêté par une voiture banalisée
organisé de manière assez violente et qui avait totalement disparu des radars depuis un peu plus de 2 semaines. C'est quelque chose qui avait fait un buzz, un scandale extrêmement fort au niveau de l'opinion internationale. En Iran, depuis maintenant plusieurs mois déjà, et la répression qui est faite sur ce mouvement de libération qui est passé beaucoup par les femmes. On constate énormément d'emprisonnement, de viols dans les prisons, de violences, de mise à mort par pendaison. Et là, pour le coup, je pense que la pression de l'opinion internationale a peut-être fait, je dis bien peut-être, que le régime bouge un tout petit peu ou donne un tout petit peu d'espoir. En l'espèce, elle a passé plus de 2 semaines en hôpital psychiatrique, donc il faut imaginer ce que ça doit pouvoir être l'hôpital psychiatrique en Iran. Ça peut être des conditions d'ailleurs plus dures que l'emprisonnement, mais elle a été déclarée malade. Et donc le régime s'est servi du fait qu'elle soit déclarée malade comme n'acceptant pas le dogme religieux pour la rendre à sa famille. Alors, c'est d'une certaine manière une marque d'espoir parce que pour la première fois, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas emprisonné prison, pour des années, voire condamné à mort pour des faits de ce type. C'est un coup de gueule parce que dans le même temps, personne n'en parle. Et dans les grands débats qui sont portés par nos féministes aujourd'hui, la question des droits de la femme en Iran, où on massacre quotidiennement, personne n'en parle. Oui, on pense aussi aux femmes afghanes. Hein. On pourrait démultiplier. Oui, c'est une situation assez peu évoquée. Oui, les femmes afghanes qui peuvent même plus s'adresser la parole entre elles. Oui, voilà, depuis quelques jours. En soi-disant. Dans le sens où ils ont fait une loi, ça sera bien évidemment. C'est pour provoquer. Je pense qu'il y a une volonté de mener. On ne peut pas nier la condition des femmes, des conditions des femmes en Afghanistan, qui ne peuvent plus étudier, qui ne peuvent plus étudier. C'est pire qu'en Iran. Oui, c'est pire qu'en Iran. C'est pire qu'en Iran. Il y a quelque chose, parce que vous avez parlé de la peine de mort en Iran, et c'est vrai que on multiplie les peines de mort là-bas. Et également, il y a un autre pays qui s'est récemment, comment dirais-je, qui s'est malheureusement signifié sur ce sujet, c'est l'Arabie Saoudite, dont on ne parle pas, dont je vois très souvent qu'on évite de critiquer en France. Qui était en panne de bourreau. Qui était en panne, exactement. Ils ont lancé des annonces pour recruter des bourreaux. L'Arabie Saoudite était en panne de bourreaux, et très étrangement, il y a des pays qui sont de moins en moins critiqués. Est-ce que c'est des questions d'influence? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des pays qui on critique moins alors qu'elles sont tout à fait condamnables. Certainement, mais moi j'ai vu des images hallucinantes l'autre jour d'un défilé de mode en Arabie Saoudite. Alors je sais pas si c'était un défilé de mode. Non, c'était le concert de Jennifer Lopez. C'était pas un concert, elle était invitée. Il y avait Céline Dion, c'était un grand round, si vous voulez, qui était organisé là-bas avec des femmes qui étaient à moitié à poil. Donc, mais on pend des gens en même temps à côté. C'est un petit peu le paradoxe de ce pays. Oui, il y a la vitrine et puis il y a le reste après. Et l'arrière-boutique qui ne correspond pas à la vitrine. J'étais très surprise de voir effectivement. Et on parle de plusieurs millions de dollars, évidemment, pour toutes ces stars qui sont venues et à qui ça ne pose pas de problème de conscience. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble toujours dans ce 10h midi pour commenter l'actualité avec Rani Slimane. Vous êtes militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France et premier vice-président de l'association des maires d'Île-de-France. Je rappelle que le salon des maires se tient en ce moment même. On va en parler. On l'a évoqué hier. On a évoqué ces maires avec hier Frédéric Dabi sur l'importance de ces élus pour les Français. Et je vous rappelle que les vraies voix seront ce soir à 17h en direct depuis le Salon des maires. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, qui est paru aux éditions Michel Lafon. On pourra dire quelques mots tout de même du RN parce que Marine Le Pen s'est exprimée ce matin. Nous avions Julien Audoul sur le doute qu'il laisse planer sur une éventuelle censure du gouvernement, et Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors Rani, vous, c'est un coup de gueule? Un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule contre le président Macron et un coup de cœur pour un artiste français connu internationalement qui est DJ Snake. Pourquoi cela? Tout simplement sur une émission Twitch, comme on dit, le célèbre artiste a déclaré
que les services de l'Élysée l'avaient contacté pour lui demander de supprimer un tweet qu'il avait fait en faveur de la Palestine. Bon, au-delà de la question... Vous voulez qu'on l'écoute ? On va l'écouter. Ouais. Tu vois, c'est pas mon taf d'aller tweeter Macron, le président Macron sur Twitter et de me retrouver dans des sauces et que l'Élysée, ils appellent mon management en disant est-ce qu'il peut supprimer le tweet ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Mais moi, j'ai envie de rencontrer personne. Juste mettez fin à ça, en fait. Tu vois, moi, je fais de la musique. Je fais danser les gens. Je suis pas censé tweeter des trucs sur des catastrophes pareilles. Bon. Je suis pas politicien. Mais il a tweeté tout de même. Qu'est-ce qu'il a tweeté exactement ? Il a tweeté, il a interpellé le président de la République en expliquant à partir de combien de morts il faudrait arrêter cela, à partir de combien de morts c'est un génocide. Ouais. Mais moi, ce que dont je veux parler, c'est pas... Évidemment, il y a le fond qui est très important sur le conflit israélo-palestinien, mais il y a la question quand même de qu'est-ce que le président de la République, est-ce qu'il a que ça à faire ? D'interpeller un artiste, de mobiliser son cabinet pour l'appeler, demander à le rencontrer et demander surtout une forme de censure. Tout à l'heure, on parlait de l'Iran. On a la chance d'être un pays démocratique où même si on n'est pas d'accord, c'est un peu le concept souvent ici, on est capable d'échanger nos opinions. À quel moment un président de la République se rabaisse à ce genre de choses ? C'est invraisemblable. C'est vrai, on doit s'interroger parce qu'après tout, c'est son droit de tweeter, il tweete comme bon l'entendre. Après, il faut toujours se méfier du zèle des collaborateurs. Hein. Est-ce que ça vient directement du président ? Il faut toujours se méfier du zèle des collaborateurs. Est-ce que ça remonte au président ? Vous êtes responsable de vos collaborateurs. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est l'Élysée. Ça veut dire que l'Élysée n'a rien d'autre à faire que de surveiller un tweet de DJ Snake. Ça pose question en l'occurrence. La question est de savoir si c'est une initiative intempestive d'un collaborateur ou est-ce qu'en effet c'est remonté plus haut dans le cabinet. Le type, il pense à quoi ? Parce qu'il sait bien. En tout cas, c'est vrai que ça pose un problème. Non, mais le type, il se doute bien que DJ Snake ou n'importe quel artiste va dire il y a quand même un problème à ce qu'on me demande de retirer un tweet. C'est juste une parenthèse qui a à voir sans avoir à voir. Il se trouve que j'ai mis une mauvaise note à un produit sur Amazon. On m'a contacté en me proposant de l'argent pour retirer cette mauvaise note. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai refusé bien évidemment, mais je trouve ça absolument dingue. Je trouve ça dingo. Et là, ça veut dire que le service marketing du produit de la marque que vous avez commandé veille. Absolument. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce qui s'est passé. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui. Est-ce que l'Élysée, indépendamment du fond, a pas autre chose à faire ? Moi, j'ai quand même du mal à penser qu'on soit sur quelque chose de totalement intempestif. Enfin, quand on prend le fonctionnement d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet élyséen, que ça ne remonte pas forcément jusqu'au président, c'est une chose. Mais sur ce type de choses, où on est sur un artiste qui est connu, qui tourne à l'international, où il y a un risque de publicité, j'imagine pas que ça ne soit pas remonté. Enfin, il y a un secrétaire général de l'Élysée qui est connu pour verrouiller à peu près tout ce qui se fait à l'Élysée, un peu moins dans les ministères aujourd'hui, mais il y a quand même un système qui est organisé, qui fait que je pense pas que ce soit quelqu'un sur un truc aussi lourd qui le fasse tout seul dans son coin. Non, après, vous en pensez, Romain Marsilly ? Le DJ en question avait interpellé le président, donc il a une réponse. Non mais je ne connais pas le détail des réponses. Ouais. En revanche, je pense que le président de la République n'a pas forcément à répondre à toutes les sollicitations, ni ses services. C'est pas de son niveau. Non, mais il y a une question de liberté d'expression. Après, on n'a pas intervenu. Évidemment. Le président de la République, évidemment, n'est certainement pas d'accord. Il a le droit de l'être et c'est normal en l'occurrence. Mais je veux dire, d'intervenir pour demander le retrait d'un tweet, en effet, c'est vrai que ça pose problème. C'est quand même très étonnant. Alors, Arnaud, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Alors, vous savez qu'on est en période pas de préparation, de discussion budgétaire, que le gouvernement demande des efforts à tout le monde. Il demande notamment des efforts aux collectivités, on le sait. 5 milliards, je crois, à peu près. Oui, c'est chiffré jusqu'à 9-10 par l'AMF. Mais enfin bon. Donc, le Premier ministre est allé récemment à l'association des départements qui tenait son congrès il y a une semaine. Et pour calmer les critiques, d'ailleurs légitimes, des présidents de conseils départementaux, il a proposé... afin de pouvoir, d'une certaine manière, pourvoir à leurs besoins de financement et notamment limiter l'effort budgétaire qu'on leur demande, d'augmenter les droits de mutation. Dans d'autres termes, les frais de notaire sur les ventes et les achats de biens immobiliers.
Écoutez, moi, je suis toujours très surpris que la France, qui est quand même un des pays, même le pays européen aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir la Suède peut-être devant nous, qui est celui qui taxe le plus, je veux dire, en termes de... On est numéro 1. On est numéro 1. Et on est incapable de trouver d'autres solutions aujourd'hui que de taxer. Alors, sans compter que le problème de l'augmentation des droits de mutation, je veux dire, pose un vrai problème. Je veux dire, pour les primo-accédants à la propriété. Donc, ça veut dire que si vous achetez un bien à peu près de 200 000 euros, vous aurez à peu près 1 000 euros, je crois, c'est ce que j'ai vu, d'augmentation de vos droits de mutation. Je suis pas sûr que ça soit une bonne solution. C'est pas une bonne solution sur le plan psychologique. C'est pas une bonne solution sur le plan pratique. Et sur le plan des impôts, est-ce que ça rapporte quelque chose? Donc, fiscal, est-ce que c'est... Je crois qu'en effet, c'est quand même, je veux dire, un vrai souci, un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a la double peine en France, quand même, globalement. C'est-à-dire qu'on est incapable de réduire la pression des prélèvements. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing en 82 ou avant, dans les années 70, disait qu'à partir du moment où la France atteint, je crois, c'était 43 ou 44% de prélèvements obligatoires, l'économie française était à ses yeux rentrée dans un modèle socialiste. On est aujourd'hui, je crois, à 55% ou 56%. 56%. Voilà, 56%. Voilà. Donc, bon, je crois qu'à un moment donné, il va falloir mettre un terme à ce type de processus, qui est un processus qui est mortifère pour l'économie et qui... Et l'autre problème, c'est que plus on augmente les prélèvements, plus les déficits s'accroissent. Bien sûr. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui de la situation comptable de la France. Romain Marcilly. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Arnaud Benedetti. D'autant plus que c'est particulièrement problématique que le logement est un secteur clé. Et quand on dit clé, quand quelqu'un achète, quand quelqu'un achète, il ne fait pas qu'acheter le logement. Mais non. Ça peut être électroménager, il va y avoir des nouvelles dépenses liées à des services. Je veux dire, c'est un véritable boost pour l'économie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, avec le degré zéro d'imagination et de la créativité politique, eh ben on augmente les droits de mutation. Et c'est vrai que vous avez dit, c'est les droits de mutation. On dit parfois, par abus de langage, les frais de notaire. Oui, les frais de notaire. Pas au notaire, ce sont des taxes, ce sont des impôts. C'est même une toute petite partie qui va au notaire. L'essentiel, ce sont des taxes. Et quand on est pour la mobilité dans la société, on fait tout sauf ça. Ouais. Non, alors, je vais parler un peu du sujet que je connais parce que j'ai été agent immobilier pendant quelques temps, donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Je peux vous garantir que le problème qu'on a sur le marché de l'immobilier, c'est pas les taxes de l'État, c'est la pression du marché sur le prix des biens. À Paris, vous êtes bien censé le savoir. À Montpellier, par prendre l'exemple, où on a un taux au mètre carré qui est supérieur même à Toulouse, alors qu'on n'est pas une ville des plus riches de France. Donc en fait, il y a des mécanismes de spéculation sur l'immobilier qui sont incroyables, notamment avec un taux de logement vacant dans certaines villes, dans certaines métropoles qui est incroyable. Vous allez avoir une politique de métropolisation où on pousse les gens et en accumulant toutes les richesses dans les centres-villes, à créer des bulles de spéculation immobilière. Moi, cette histoire de taxe, je suis prêt à en parler, mais par contre, il faut parler du vrai problème du logement. C'est pas la petite taxe qu'on vient de mettre, c'est clairement qu'il n'y a pas de planification sur la question de construction de logements en France qui soit à viser de réduire cette bulle spéculative. Alors on a un maire sur le plateau qui connaît aussi bien ces questions. Je trouve ça, pour le coup, totalement stupide. Philippe Dugoin-Clément. Totalement stupide. Le secteur du logement connaît une crise depuis 2 ans comme on n'en a jamais vécu depuis 1945. Une crise de l'offre, une crise de la demande. On ne produit pas assez, vous le disiez, pour plein de raisons, on peut en discuter. Il n'y a pas suffisamment de lot sur le marché et les gens n'ont plus les moyens d'acheter entre le resserrement du pouvoir d'achat avec l'inflation et les taux d'intérêt qui ont remonté et qui n'ont pas diminué autant qu'on l'espérait. Même si on est sur des taux, sur l'échelon de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont plutôt bas, mais qui ont triplé, quadruplé par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. Et aller alourdir le coût de l'achat aujourd'hui, alors qu'on est dans un pays où on compte plus de 4 300 000 mal logés, selon la Fondation Abbé Pierre, je pense que c'est malheureux. Les finances des départements aujourd'hui ne sont plus assurées. On a un vrai sujet de savoir comment est-ce qu'on assure les finances des départements, comment est-ce qu'on essaye de faire des économies dans ce millefeuille qui, objectivement, n'est pas rationnel, comment l'État fait des économies sur lui. Mais en fait, qu'est-ce que fait le gouvernement aujourd'hui? Parce qu'il est dans un schéma
climat d'urgence. C'est les deux choses les plus stupides mais les plus rapides. Quand on a besoin d'argent, c'est l'impôt et le rabot. C'est les deux choses les plus injustes, mais les deux choses qui ramènent le plus vite possible de l'argent. Et en fait, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est une forme d'urgence sur le budget qui est fait, mais qui est fait de manière non individualisée. Enfin, qui ramène de l'argent, cela reste à voir, parce que malheureusement, je crois très vite qu'en coupant l'économie comme ça, mais je crois que comptablement et au jour J pour Bercy, mais on est sur un budget qui est effroyable, on va investir moins au niveau des collectivités, c'est un investissement utile qui ne va plus. Ça ruine l'économie surtout. Mais d'ailleurs, on taxe plus qu'on rabote. Oui, absolument. On revient dans un... Puis on pourra en parler avec les 7 jours, les 7 heures gratuites envisagées. On y revient dans un instant après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre et de commenter l'actualité. Je voulais vous faire réagir sur cette annonce hier qui a été faite par le quotidien Ouest France, qui devient le premier journal français à quitter X. C'est une décision qui a été faite suite à la dégradation, selon la direction de ce journal, du réseau social X, propriété du milliardaire américain Elon Musk, qui a déjà l'émission Quotidien. Alors, Quotidien, ils sont un peu faux cul parce que... non, mais Quotidien, ils ne tweetent plus, mais les chroniqueurs, Jean-Michel Apathy et autres, tweetent, eux, en leur nom. Donc, il y a le côté... On verra si les journalistes de West France tweetent leurs articles. C'est quand même... vous en pensez quoi, Romain Marcilly ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de liberté d'expression, de censure, etc. Il y a une liberté d'expression, mais il y a déjà une liberté de publication. En l'occurrence, le directeur de publication de Ouest France a tout à fait le droit de ne pas aller sur Twitter. C'est je pense, une décision rationnelle de son point de vue. J'aurais pas forcément pris la même. Cependant, il faut voir, il connaît mieux ces chiffres que nous les connaissons autour de la table. Je ne sais pas quelle est la part du trafic de Ouest France qui provient de Twitter. Moi, à l'époque, je dirigeais un média qui visait principalement les 18-35 ans. La part du trafic qui venait de Twitter, donc de gens qui consultaient les pages du site via Twitter, alors c'était Twitter de l'époque, c'était très faible. Donc je ne connais pas les chiffres pour Ouest France. Après, il peut estimer, et c'est totalement son droit, que l'image de son média, de sa publication, peut pâtir de l'image de X. Effectivement, aujourd'hui, il y a parfois un manque de modération, surtout dans les réponses. Il n'a peut-être pas envie d'avoir n'importe quoi, des contenus semi-pornographiques, des bots sous les articles. Donc ça, on peut comprendre. Moi, je n'aurais pas fait ce choix, parce que je pense qu'il faut plutôt être là où sont présents les lecteurs. En l'occurrence, il y en a beaucoup qui sont présents sur Twitter, enfin sur X. Je pense aussi qu'il ne faut pas déserter les plateformes, il faut être présent où sont les lecteurs. Donc voilà, et puis je trouve quand même qu'on critique beaucoup X Twitter. Effectivement, il y a un problème de modération qui explose avec l'explosion dans le même temps des bots, certes, mais aussi il y a des progrès. Par exemple, je trouve que le fait d'avoir mis des notes de contexte maintenant, qui sont un peu comme Wikipédia en open source, ça c'est Elon Musk qui a fait ça, en général c'est très bon. Donc il y a des personnes qui racontent n'importe quoi, tout de suite vous avez une note sourcée qui explique en quoi ce tweet est faux. Donc il y a aussi des évolutions positives dans Twitter, on verra, et c'est une décision d'entreprise, à voir si cela profite ou pas à Ouest France. Alors il y avait déjà le quotidien britannique The Guardian qui a quitté Twitter, le journal espagnol La Vanguardia et le suédois Dagens Nyheter. Je ne sais pas si je prononce bien, vous en pensez quoi, vous qui êtes spécialiste Arnaud Benedetti de la communication politique? De toute façon, on sait très bien que la conception de la liberté d'expression n'est pas la même entre les anglo-saxons et les latins, et notamment les Français. La liberté d'expression pour les pays anglo-saxons, elle est totale, elle est absolue. Elle ne se discute pas. C'est-à-dire, vous pouvez tout dire. Bon, free speech, c'est un choix. C'est un choix et c'est leur choix. Et qu'on le veuille ou non, X aujourd'hui, anciennement Twitter, je veux dire, et Musk, je veux dire, appartient à ce courant qui est un courant libertarien, très affiché et assumé en l'occurrence. Après, moi, je suis toujours. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Ils ont dit, Ouest France dit, il y a une conception radicale de la liberté. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une conception radicale de la liberté. Je veux dire, nous sommes radicalement pour la liberté. Oui, moi, je suis assez radicalement pour la liberté aussi, d'une certaine manière. Je veux dire, comme s'il y avait une mauvaise conception de la liberté.
Après, en effet, le problème de X, c'est que c'est un réseau où c'est vrai que la modération semble quand même, depuis que Musk en a pris la direction, c'est quand même en tout cas semble s'être infléchi clairement, manifestement. Mais je ne suis pas sûr qu'en effet, que ça soit en désertant une plateforme qui est un média de fait aujourd'hui, que l'on prenne une bonne décision en l'occurrence. Je pense qu'il faut être là. Et que je me méfie aussi de ceux qui appellent à la régulation tous les matins. Parce que il y a aussi dans les hyper-régulateurs la volonté parfois de ne pas débattre aussi, de ne pas voir un certain nombre d'opinions ou d'expressions politiques pouvoir s'afficher et s'exprimer. Donc, moi, ça me pose problème aussi dans ce sens-là. Pour eux, en gros, ils disent c'est sale, quoi. C'est un endroit où il est crapoteux. Moi, je ne partage pas la logique de Ouest France de quitter Twitter. Idéologiquement, on le disait tout à l'heure, on a besoin de débat. On manque de débat. On manque d'échange. Quand vous n'êtes pas présent quelque part, c'est d'autres personnes qui sont présentes. Quand vous ne faites pas quand vous ne défendez pas vos idées, quand vous ne défendez pas ce que vous proposez quelque part, c'est d'autres qui le feront à votre place, parce que le support continuera à exister. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous ne pouvez ne pas être d'accord avec une ligne éditoriale d'un journal, d'une télé, d'une radio, estimer qu'un réseau social n'est pas suffisamment modéré, qu'il y a trop de haters dessus, mais le déserter, c'est d'autres qui vont venir dessus. Moi, je pense qu'on a besoin de débat. Il y a un vrai sujet qui n'est pas propre à Twitter, qui est la question des abus sur les réseaux sociaux, des fake news, des injures, des menaces. Comment est-ce qu'on répond à ça en termes de corpus réglementaire dans ce pays? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais déserter un lieu de débat, refuser le débat, moi, je pense que c'est jamais une bonne solution. Ouais. Ranier ? Moi, pour le coup, sur Ouest France, j'ai vu qu'ils ont souvent fait des actes forts. Je me souviens qu'avant les présidentielles, ils avaient refusé de poser des sondages. Moi, je trouvais ça quand même assez intéressant. Je trouve, le fait qu'ils se questionnent, ça me choque pas. Et le fait qu'ils quittent la plateforme, je suis d'accord avec vous. C'est leur choix. Ils suspendent. D'ailleurs, ils disent pas qu'ils quittent. Non, ils suspendent et ils mettent en gros une sorte d'ultimatum de 15 jours en demandant à ce que le droit soit appliqué sur X. Je suis pas sûr que c'est l'impression de Musk. Moi, excusez-moi. Moi, ça me choque pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça pose deux questions. Ça pose la question quand même de la du fait que nous sommes incapables, nous en Europe et en particulier en France, d'avoir ce type, parce que c'est quand même la propriété d'un milliardaire américain qui est maintenant peut-être possiblement ministre ou proche de l'administration américaine. Ça pose des questions, nous, du coup, de souveraineté numérique. On est incapable de faire ça et ça, c'est très dommage. Et c'est vrai que l'algorithme, il y a également une chose, l'algorithme de Twitter depuis quelque temps, il est particulier. Moi, c'est surtout l'algorithme qui me pose question. En tout cas, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, et je suis d'accord avec vous, il faut être présent partout. Il y a un site concurrent qui s'est ouvert qui s'appelle Blue Sky. Moi, ce matin, j'ai ouvert mon compte. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur Blue Sky. N'hésitez pas. Et je pense qu'effectivement, il faut être partout où c'est possible d'être. Oui, moi, ce qui me gêne aussi un tout petit peu, au-delà de ce que vous avez dit, Arnaud, sur l'argument de la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression est un absolu. Et puis, si on n'est pas content, on va devant la justice. Jusqu'à la loi. Oui, jusqu'à la loi. Et si on n'est pas content, on va devant la justice, bien évidemment, dans le cadre de la loi. Mais c'est aussi le cas aux États-Unis. C'est pas le Far West non plus. On peut aussi aller aux États-Unis. Pardon, sauf qu'il n'y a pas de loi sur Twitter. Là, je voyais un tweet avec une croix gammée. Si quelqu'un, il faut être choqué par ça, on attaque, on modère. Et ça, c'est au rôle des plateformes. Moi, ce qui me gêne aussi dans cette histoire, c'est que c'est pas comme si Twitter était un enfer et que les autres plateformes étaient des paradis. Il y a aussi des vrais problèmes de manque de modération dans d'autres plateformes. On va pas les citer parce qu'on va pas faire de mauvaise publicité, parce qu'il y a des gens qui font tout pour que ça se passe mieux. Mais de fait, il y a aussi des problèmes dans d'autres plateformes. Sauf qu'il y a une espèce de politiquement correct. Twitter aujourd'hui, c'est républicain, ce sont les méchants. Alors qu'une autre plateforme très importante qui a plusieurs réseaux sociaux, son fondateur est un gros financier du Parti démocrate. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça aussi ce deux poids, deux mesures qui est un peu problématique. Au-delà de choisir les méchants républicains et les méchants démocrates, on peut quand même se dire que ce sont des Américains qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous les Français, et qu'il faut se poser la question de comment ça se fait qu'on est incapable de faire une plateforme qui ait une résonance. Ça, c'est même les Chinois, les Chinois avec TikTok. Voilà, les Chinois, bien évidemment. Et nous, on est là à discuter, les démocrates, les républicains. Les démocrates et les républicains, sur la politique étrangère, ils pensent la même chose. Donc, leurs intérêts. Ça, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il nécessiterait 2 heures d'émission pour qu'on n'arrive pas à l'écrire. Absolument. Et je voudrais qu'on parle des maires de France, les maires en écharpe noire pour dénoncer les coupes budgétaires. Vous aviez une écharpe noire vous, Jean-Philippe ? Non. Bon, on va en reparler avec vous dans un instant. Vous partagez la colère. On va y revenir dans un instant.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors, les maires de France sont rassemblés en congrès à Paris. Ils ont posé hier d'une écharpe noire qui recouvrait leur écharpe tricolore. Et ils protestaient contre les ponctions annoncées de 5 milliards d'euros prévues dans le projet de loi de finances 2025. Je vous rappelle que Sud Radio sera au Salon des maires de France ce soir à 17h avec les vraies voix. Et demain matin, Patrick Roger également entre 9h et 10h. Vous n'y étiez pas hier, néanmoins vous êtes maire. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, s'est réjoui qu'il y ait 5000 maires hier présents porte de Versailles. Colère des maires aujourd'hui ? Oui, c'est insupportable, mais c'est pas quelque chose de récent. Ça fait 20 ans que dans ce pays, il y a une volonté de l'administration centrale de faire disparaître les communes. Globalement, il y a une continuité. Ça a démarré sous le mandat du président Sarkozy. Ça a continué par la suite. Les communes, pour l'administration centrale, sont un phénomène gênant, surnuméraire, qui est amené à disparaître. Alors que c'est le seul, le seul échelon identifié par nos concitoyens de ce qui est la puissance publique. Donc ça, il y a une volonté constante. Ça s'est traduit par de la recentralisation, par un assèchement financier, par le recours à des appels à projets systématiques pour décider à la place d'eux. Ça a été un mouvement à bas bruit depuis 20 ans. Et là, il y a une sorte de ras-le-bol complet des maires. Vous savez, il y a ces sentiments qu'on retrouve chez les agriculteurs de dévalorisation de la fonction. C'est une fonction qui était importante. Aujourd'hui, vous êtes insulté sur les réseaux sociaux, vous êtes menacé, vous êtes injurié, vous êtes parfois agressé. Vous avez une administration centrale qui vous coupe les moyens, qui vous met en face d'injonctions totalement contradictoires, de vous dire il n'y a pas suffisamment de places de crèche. C'était une ministre en début d'année qui sortait ça. Une place de crèche, c'est 10 000 euros de déficit par an pour une commune. Quand on tient compte de ce que paye la famille et de ce que verse l'État avec la CAF. Mais il faut en faire plus, mais vous dépensez trop. Et on est face à ça sur une espèce de mal-être absolu. Il n'y a jamais eu autant de démissions de maires que depuis le début de ce mandat. C'est un mouvement qui s'accélère. On a beaucoup de communes, notamment rurales, où on risque d'avoir, parce que être maire dans un village, c'est une profession de foi. Quand vous êtes payé 5 ou 600 euros par mois pour tout faire, parce que vous avez une secrétaire de mairie à mi-temps et 2 gardes champêtres, voilà. Quand on aura détruit les communes, et ça va être 36 000 communes, c'est 500 000 élus. Ces 500 000 élus, c'est 98% de bénévoles. Et on va les remplacer par des fonctionnaires qu'il faudra payer. On aura tué du bénévolat qui ne coûte rien et qui en plus crée du lien social. Et il y a une chose très importante qu'il faut bien avoir en ligne de compte. Quand l'État nous dit les communes dépensent trop, elles sont responsables du déficit, c'est faux. Les communes aujourd'hui, elles veulent des budgets équilibrés. Ce qui est du déficit, c'est uniquement l'investissement, c'est ce qui est productif. Et les communes, juste 2 chiffres pour ne pas être trop long, c'est 8% du déficit pour 70% de l'investissement du pays. L'investissement du pays, la richesse produite, c'est le fait des communes. C'est le fait des communes. Et quand on nous dit qu'on va raboter, faire des économies sur les communes, pour les familles, il faut savoir c'est quoi. Faire des économies, c'est le coût de la cantine, c'est le coût de la place de crèche, c'est le coût de la garderie périscolaire le matin, c'est le fait de pouvoir avoir des vestiaires ou un terrain de sport qui soit ouvert ou qui soit éclairé. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. C'est ce qu'on est en train de mettre en cause. C'est le fait d'avoir des polices municipales, par exemple, parce que la sécurité est de moins en moins assurée par l'État, qui n'assume plus ses obligations. Les communes sont obligées de le faire à la place. Oui. Monsieur le maire a tout dit. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment écouter ce que disent les maires. L'image était très forte hier de 5000 maires avec l'écharpe noire. C'est une image très frappante. Oui, c'est puissant. C'était un symbole très puissant. Les maires, au-delà de leurs divergences politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, portent vraiment massivement ce discours. C'est vrai qu'ils ont un président de l'Association des maires de France qui est un champion des libertés et un champion des libertés locales, David Lisnard. Donc le discours porte très fort en ce moment. Mais il faut écouter les maires. Et c'est d'autant plus important qu'au-delà de tout ce que vous avez dit, la commune, dans la démocratie libérale, qui jusqu'à présent, espérons-le encore pour quelque temps, notre conception de la démocratie, c'est absolument central, c'est le pilier. Tocqueville l'écrivait très bien, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté. Et je crois que, plus que jamais, cet esprit de liberté est à défendre. Et aujourd'hui, les maires sont les premiers combattants pour cela. Et encore une fois, ils ne se plaignent pas. Et parfois, on a vu dans certains médias, les maires grognent comme si c'était un syndicat. Pas du tout. Ce sont des défenseurs de la liberté, de la liberté de proximité. Ce sont eux qui
permettent d'entretenir le patrimoine, tout ce qui concerne les chemins communaux. Ils se battent pour ça. Ce sont les actions concrètes. C'est le concret qui n'est pas idéologique. Et face à ça, ils se heurtent à une bureaucratie, une technocratie qui est terrible. C'est ce qu'évoquaient hier Frédéric Dabi et Brice Sokol dans leur livre. C'est vraiment la phrase qui ressort, c'est « ils sont déconnectés » en parlant des politiques. Le maire est celui qui est le plus proche et qui concrètement réalise, en tout cas est à portée de bœuf comme on le dit, mais en tout cas est celui qui peut concrètement changer au quotidien certaines choses dans la vie des Français, enfin pouvait le faire. Rani. Alors moi je vais casser un peu l'ambiance. Ouais. Alors pour dire d'où je parle, moi je suis communaliste. Je pense vraiment que la commune, elle est centrale, elle est le pilier de la République. Et bien sûr, il faut un État. Je suis pour l'État, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la commune, c'est vraiment l'échelon de base qui permet aux gens aussi de s'intéresser à la politique dans le sens noble du terme. Seulement, il est important de rappeler que, et on en a parlé, il y a effectivement les maires ruraux, et vous avez très bien fait d'en parler, ou les maires des petites villes qui sont dans de grandes difficultés. Or, moi, ce que je constate, c'est que avec le phénomène de métropolisation dont je parlais tout à l'heure, les grands maires de métropole jouent, et c'est le système qui le veut, pas forcément de leur volonté, en tout cas une forme de concurrence, car ils s'accaparent justement une certaine part de la manne financière qui leur est dévolue. Et en plus de cela, il y a des grands problèmes dans nos mairies et dans certaines administrations de nos mairies. Je prends l'exemple de Sète, je prends l'exemple de Mantes-la-Jolie, où il y a eu des condamnations judiciaires, ou encore chez moi à Montpellier, où la semaine dernière, on a eu droit à une perquisition, et on a découvert, et c'est un rapport de la Cour des comptes régionale, c'est pas moi qui le dis, qu'il y aurait 297 salariés qui ne seraient pas affectés. Donc quand on leur demande est-ce que c'est des emplois fictifs, la mairie répond non, c'est des gens qui n'ont pas. C'est pas le sujet. Si, vous allez voir où je veux aller. Ils répondent non, mais vous vous rendez compte, ils ne sont pas affectés. C'est 297 salariés, c'est 10 millions d'euros par an. Alors que nous, quand on demande justement la réouverture de postes de police, de sûreté dans le quartier dans lequel je vis, ou quand on demande au fait qu'il n'y a pas de crèche, on voit qu'il y a un souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits maires, eux, galèrent, n'ont pas de moyens, ne s'en sortent pas. Et on voit bien que dans nos métropoles, les maires actuels qui, en fait, utilisent très souvent la fonction de maire pour des strapontins pour la politique après, ne s'occupent pas, ou en tout cas ont des gros problèmes de gestion, comme c'est le cas à Montpellier avec notre maire Mickaël Delafosse. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Arnaud, Non, ce qui a été dit sur les maires, moi je partage, en effet, c'est un échelon absolument essentiel qui est très identifié par nos concitoyens. Et en plus, la difficulté des maires, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'ils subissent de plein fouet ce que l'on appelle la crise de l'autorité républicaine, c'est-à-dire que les conditions d'exercice au quotidien de leur mandat est de plus en plus compliquées. On le voit notamment avec un certain nombre d'agressions dont nombre d'entre eux sont malheureusement parfois victimes. Et ensuite, vous l'avez très bien rappelé, c'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, presque une vingtaine d'années, il y a un mouvement qui est un mouvement de recentralisation où l'État veut se substituer en permanence, je veux dire, ne respectons pas d'ailleurs le principe de subsidiarité, aux politiques qui sont menées au niveau des municipalités. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors après, il y a un autre sujet, mais qui est plus large et qui, j'allais dire, ne dépend pas seulement des maires. Et vous l'avez tout à l'heure évoqué, c'est la question du millefeuille administratif. Il y a quand même un sujet en France avec le millefeuille administratif, c'est-à-dire que on est incapable, finalement, depuis près de 3 décennies, de résoudre ce problème. C'est quand même quelque chose d'assez problématique. C'est-à-dire qu'entre les différents échelons qui sont aujourd'hui les nôtres, de la commune, en passant par les intercommunalités, en passant par les départements, en passant par les régions, d'ailleurs la création des grandes régions qui laisse à désirer, puisque je rappelle quand même il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a largement étrillé la réforme de 2014. C'était sous François Hollande, puisque les élections c'était 2015, les élections régionales dans le nouveau cadre. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a des sujets qui se posent. Mais en tout cas, pour revenir à la question des maires, oui, c'est un échelon absolument essentiel. Après, je veux dire, on peut pas. Il y a 35 000 communes en France. Il n'y en a plus tout à fait 36 000. Il y en a 35 000. Alors c'est vrai que la France est le pays, il faut le signaler, en Europe, qui a le plus de communes. Oui, mais c'est lié à son histoire. Mais c'est lié à son histoire. Bien sûr. Et j'allais dire,
là pour le coup, vraiment pour le coup, comparaison n'est pas raison, parce que heureusement qu'il y a des communes et cet échelon de proximité pour encore, je veux dire, induire un lien républicain dans notre société, parce que y compris d'ailleurs dans les zones rurales où c'est absolument essentiel. C'est l'identité, d'où viens-tu? C'est l'identité, c'est l'identité aussi. C'est l'identité. Village, c'est le moteur. C'est l'histoire de France aussi. Bon, après il y a des sujets. C'est vrai que dans une petite commune aujourd'hui, un maire, je veux dire, on n'a plus tellement de prérogatives. Je veux dire, tout est remonté quasiment au niveau des intercommunalités. Mais il faut qu'il y ait cet échelon, parce que c'est d'une certaine manière la République. Vous savez, il y avait un très grand historien, Maurice Agulon, qui appelait ça la République au village. C'est aussi ça, les communes, c'est la République au village. Oui, mais aujourd'hui, les maires sont en colère. Alors, ils le sont souvent au moment du congrès des maires de France, mais parce qu'on va leur sucré, il n'y a pas d'autre mot, un certain nombre de subventions. Ils vont perdre. Oui, mais parce que c'est une solution facile quand l'État cherche de l'argent. Vous savez, faire des chèques avec le chéquier de votre voisin, c'est assez facile. Et l'avantage des maires, c'est que c'est pas des révolutionnaires. Les maires ne vont. Problème. Mais probablement. Mais bien sûr. Je le pense bien sûr. Mais c'est facile pour Bercy. Les maires ne vont pas décider de fermer toutes les mairies et tous les services. Est-ce que demain les maires vont fermer les écoles? Est-ce que demain les maires vont fermer les cantines? Est-ce que demain les maires vont fermer les CCAS? Est-ce que demain les maires vont fermer les crèches? Est-ce que demain non, ils ne le feront pas. Le problème des maires, c'est qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire avec ce que fait le gouvernement? Augmenter l'impôt, très bien, se faire taper dessus. Facturer plus cher aux familles, c'est reprendre une part de déficit moins important. Encore une fois, un repas de cantine qui en général est facturé entre 50 centimes à 6-7 euros selon la commune et les quotients familiaux, il coûte plus de 10 euros à une commune. Est-ce qu'il faut que les communes facturent le coût réel? C'est ça la question qu'on a à se poser aujourd'hui. C'est pas autre chose. Est-ce qu'on veut encore avoir du service public dans ce pays? Et est-ce que si on doit faire des économies, il ne faut pas effectivement se poser la question du millefeuille administratif? Bon, moi je reviens plus de 25 ans après la loi Chevènement de 99 qui a créé les intercommunalités. On a des intercommunalités qui sont utiles, on en a certaines qui ne servent à rien. Mais les maires créent une strate supplémentaire. Et vraiment, cette question du millefeuille, je pense qu'il faut se l'interroger. La question de quelle décentralisation dans ce pays, qui reste un des pays démocratiques les plus centralisés au monde. On n'en a même pas conscience tellement on l'est. C'est quelque chose qui doit se poser. Mais monsieur le maire, vous le savez mieux que nous. Le problème, c'est que moi, je parlais avec un maire de la métropole de Montpellier qui m'expliquait qu'il ne pouvait même pas s'occuper d'un trou dans sa commune parce que la compétence de la voirie est à la métropole. Et il y a un problème, en fait, quand je dis que je suis communaliste, c'est-à-dire que je pense que la commune doit avoir, vous, monsieur le maire, je milite pour que vous ayez des droits, pour vos anciennes prérogatives. Mais pour vous occuper le phénomène intercommunal... Et vous avez tout à fait raison quand vous dites le problème, c'est que les maires ne sont pas des révolutionnaires. Et je pense qu'il faut des maires de combat. Quand on voit qu'en fait... Je vois certains maires, notamment le mien, qui passent son temps, alors que, soi-disant, c'est pas son bord politique, à faire des courbettes au gouvernement pour quémander. Non, il faut des maires de combat qui sont capables de faire un rapport de force pour justement récupérer ce genre de pouvoir. Et moi, je pense qu'un des grands combats des communes, c'est de pouvoir repouvoir lever l'impôt. À partir du moment où la commune ne peut pas lever d'impôt, elle perd de sa souveraineté. Et il faut rendre la souveraineté à la commune. Et bien évidemment, il y a un problème, vous avez tout à fait raison, à la question des régions. En fait, on a essayé de nous faire avaler un modèle allemand, parce que c'est ça qu'on veut nous faire. C'est des grandes régions avec peu de communes, et ça, je suis désolé. Mais sauf qu'en plus, les grandes régions, dans le même temps, en Allemagne n'ont pas le même statut. Les Länder, oui, les Länder sont autonomes. On n'a pas le même pouvoir sur les régions que les Länder allemands. On n'a absolument pas le même niveau de décentralisation. Mais les maires sont des maires de combat. Les maires se battent au quotidien. Mais il y a une logique de responsabilité qui font que les maires, en général, ne vont pas au clash. C'est ça. Et donc, à partir de là, c'est facile pour l'État. Allez, c'est fini, puis je vous parlerai d'une des adjointes à la mairie de Paris qui elle, a des préoccupations très intéressantes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors oui, je vous parlais de cette maire, j'ai découvert ça sur Twitter, adjointe à la mairie de Paris écolo, Anne-Claire Bou, qui annonce donc que tous les parents parisiens futurs parents vont recevoir un petit sac dans lequel il y aura un hochet en bois, un gobelet en inox pour alerter sur les dangers du plastique, plus des lingettes écolo, plus des kits pour faire sa propre lessive. Donc bon, oui, Rani, vous me disiez, les gens voteront, ou c'est vous qui disiez, non, c'est vous. C'est aux gens de sanctionner. Romain, c'est les gens qui sanctionneront. Démocratiquement, sanctionner. Peut-être que les Parisiens trouveront ça formidable. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être des choses, embaucher plus des boueurs en ce moment pour nettoyer les rues quand on voit les feuilles partout avec les gens qui se cassent la figure.
infrastructures, les voies sur berge qui sont dans un état épouvantable, le boulevard Saint-Michel, enfin toute cette ville est à l'abandon total, et donc c'est bien, on offre des jouets en bois, formidable. Oui. Non. Bon, fondamentalement, c'est les électeurs de tranchée. Est-ce qu'ils sont contents avec ça ou est-ce qu'ils veulent autre chose? C'est le rendez-vous des élections. Il y a eu 2020, il y aura 2026. Ce qui peut interpeller dedans, c'est pas la question de sensibilisation. Sensibiliser à l'écologie, c'est sa délégation sur la santé, très bien. Est-ce que ça pouvait être fait d'autres manières? Sur la mairie de Paris, c'est pas tant ça qui me choque. C'est effectivement, vous le disiez, on est sur une ville qui n'est plus tenue, qui est devenue sale, qui est devenue insécure, qui est devenue incirculable, qui s'est dépréciée depuis 20 ans. On est sur une ville qui multiplie des subventions sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec le fait communal, la vie communale ou la vie des Parisiens, qui pour le coup sont beaucoup plus critiquables ou beaucoup plus choquants que cette initiative qu'on peut partager ou pas. Pour moi, la mairie de Paris, on a ce sujet-là. Et puis, vous voyez, on parlait des communes. Quand on compare Paris, où on est sur des budgets absolument colossaux, sur des milliers d'agents, et qu'on le compare à la réalité de ce qui est la vie de 95% des maires de France, qui sont des maires de communes de moins de 20 000 habitants, qui restent des communes entre des villages ou des petites villes à taille humaine, on se rend compte qu'on est dans deux mondes différents. C'est pas du tout la même chose. Parlons. Juste pour ajouter un mot, mais effectivement, cette histoire de kit, moi, je pense que vous l'avez très bien dit. C'est anecdotique, mais on élit des gens qui sont là pour dépenser l'argent public, et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas bien, comme vous l'avez dit, c'est les électeurs qui trancheront. Moi, ce qui me choque sur la question, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des communes, c'est plutôt la question des fois de certaines rémunérations dans des cabinets. On parlait du cabinet à la mairie de Paris qui est pléthorique. Bon, moi, 55 000 agents à la mairie de Paris, me dit Éric Revel. Oui. Non, mais qu'il y ait des agents. Attendez, moi je suis pour qu'il y ait des agents. J'ai pas de problème avec ça. Si on dit qu'il n'y a pas assez de crèches, si on dit qu'il n'y a pas assez d'éboueurs, vous avez dit Valérie, il n'y a pas assez d'éboueurs. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des agents. La question, c'est moi là où je voulais centrer, c'est vraiment tout ce qui est cabinet, c'est-à-dire les gens qui sont censés faire, parce qu'il n'y a plus personne pour faire. La com. Voilà, les gens qui font faire. Moi, je suis pas parisien, donc je m'abstiendrai de voir des commentaires, mais en tout cas, moi chez moi, je sais que le directeur de cabinet de mon maire, il a été épinglé, notamment ce que je disais tout à l'heure sur le rapport de la CRC, où vous allez avoir 25%, je crois, ou 15%, je ne sais plus le chiffre exact, de rémunération supplémentaire qui est pris par un montage sur le CCAS. Il semblerait, donc le centre d'action communale, c'est l'argent qui est destiné aux plus modestes, pour pouvoir payer un directeur de cabinet qui est déjà extrêmement bien payé. Et vous avez ça. Et vous avez ça. Non, parce que là, la question, c'est est-ce que la justice va trancher déjà avant ça. Et donc ça, c'est la justice qui appartient de dire. Et ensuite, effectivement, les électeurs trancheront. Et moi, je voudrais savoir si dans d'autres mairies, dans d'autres métropoles, parce que c'est les grandes mairies, c'est pas les petites mairies de village qui font ça, est-ce qu'il y a des montages similaires? Ça veut dire, est-ce qu'il y a de l'argent qui devrait affecter dans nos crèches, de l'argent qui devrait affecter pour l'hygiène, pour des choses comme ça, qui sont affectées pour remplir des poches qui sont déjà bien remplies. Oui, mais pardon, mais le sujet fondamental, c'est que la démocratie est en danger quand on met la commune en danger. C'est ça le gros sujet. Sur 35 000 communes, qu'il y en ait des communes qui soient mal gérées, même dans certaines dans lesquelles il peut peut-être avoir des malversations. Ok, à la justice de trancher, aux électeurs de trancher. La question politique, elle est celle des libertés locales. Et ça va concerner tout le monde. Il y a des entreprises qui sont mal gérées. C'est pas pour autant qu'on nationalise toutes les entreprises en France. Oui. Voilà, donc le sujet de la semaine, il me semble que c'est celui-là, et j'espère que ça va être le sujet au-delà de la semaine. Allez, je voudrais qu'on parle des agriculteurs. 3e jour de mobilisation avec un Bruno Retailleau qui avait annoncé qu'il mettait des limites aux manifestations, et le gouvernement condamne aujourd'hui les blocages et les dégradations, s'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes. Ce n'est pas acceptable. C'est ce qu'a dit Madame Genevard. Néanmoins, il y a des blocages, il y a des dégradations, donc... Oui, il y a des blocages, il y a des dégradations, mais le problème c'est que si vous voulez, la situation des agriculteurs ne s'est pas améliorée depuis le début de l'année, ça se saurait en l'occurrence, et qu'il y a un certain nombre de promesses qui manifestement n'ont pas été tenues, notamment d'aides qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivées. Il y a des problèmes de trésorerie considérables. Je rappelle que dans un des départements qui est l'épicentre de la contestation, le Lot-et-Garonne, dans le 47, où on doit beaucoup écouter Sud Radio, et où vous avez la coordination rurale qui donne le là un peu à ce mouvement, vous avez depuis le début de l'année quasiment 30% des agriculteurs qui sont en train de déposer le bilan ou qui ont déposé le bilan. Donc c'est dire la situation dramatique dans laquelle ils se retrouvent. Alors ensuite, vous avez tout un contexte, qui est un contexte qui est celui du traité Mercosur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le problème du traité Mercosur, qui pose surtout des questions sur l'élevage, le sucre, etc., en l'occurrence. Mais vous avez des sujets qui sont des sujets qui relèvent à la fois, en effet, des distorsions de concurrence internes à l'Europe, aussi, il ne faut jamais l'oublier. Quand vous êtes dans l'arboriculture, je suis désolé, vous employez de la main-d'œuvre, mais vous n'avez pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, je veux dire, en France, en Espagne, ou même voire en Allemagne ou
voir en Pologne déjà. Ça, c'est un problème qui est pour le coup franco-français, joué sur les charges, en l'occurrence. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, mais c'est un problème de distorsion de concurrence. Vous avez ce sujet-là. Vous avez le fait qu'en effet, vous avez des normes européennes qui sont parfois, et ça a été dit par les agriculteurs, et ils ont parfaitement raison de le dire, surtransposées en France par excès de zèle de notre administration, notamment en ce qui concerne les normes environnementales. Donc tous les sujets qui devaient être réglés et dont M. Attal avait considéré qu'il les prenait en main, qu'il allait répondre à la colère des agriculteurs, ben, il n'y en a aucun qui est réglé. Donc ce que l'on vit, j'allais dire, c'est presque naturel dans le cycle de la contestation depuis le début de l'année. Alors, Romain assommés. C'est un peu comme les maires. Vous avez fait le parallèle, il y a beaucoup de points communs, au-delà de la dévalorisation par l'État, les technocrates. Il y a aussi le fait que les agriculteurs, qui sont un pilier du pays réel, sont totalement assommés par les normes. Mais il y en a tous les jours qu'on découvre. Ce matin, dans l'excellente lettre des libertés de l'IREF et de Contrepoint, il commence un peu à faire froid, donc il parlait des températures. Vous savez qu'il y a des limites maximales de température. Ça vaut pour vos logements, ça vaut pour les entreprises. Il manque plus qu'une police des températures qui va voir. Alors, pour chez nous, enfin, dans nos logements, c'est 19 degrés. Vous savez, au-delà on peut avoir une contravention. Mais pour les agriculteurs, c'est selon l'espèce. Alors les bovins, c'est 18 degrés. Les porcs, c'est 16 degrés. Si le porc, s'il y a une maternité, c'est 16 degrés pour les porcs. En cas de maternité, c'est 18. Pour post-œuvrage, 25 degrés maximum de température dans le bâtiment d'élevage. Oui. Pour les volailles, 22 degrés. Vous voyez. Donc c'est un exemple parmi d'autres qui sont absurdes. Vous voyez, c'est la maison folle dans Astérix et Obélix. Donc ils sont assommés par les normes. Et le vrai problème, il est là, parce qu'on parle beaucoup du libre-échance. Moi, ça me gêne beaucoup dans certaines conversations actuellement. Je vais aller. C'est comme si, parce qu'on pense le problème du libre-échange, mais non. C'est comme si maintenant on décide de faire un 100 mètres tous les 5 et que ma fédération décide moi de me faire courir en botte. Effectivement, je risque d'être moins rapide que vous. Donc on a un problème de normes. Le libre-échange est faussé si de notre côté on s'inflige toutes les normes les plus stupides du monde. Le libre-échange permet de sortir la pauvreté, d'avoir des débouchés des clients. Il faut vraiment continuer à défendre le libre-échange, c'est nécessaire pour l'économie et pour la démocratie et la paix. Bon, on n'aura pas le temps, mais vous reviendrez en parler parce que je pense que ça va continuer avec la mobilisation paysanne, et on pense à Christine Bouillot qui en ce moment est auprès des agriculteurs, et les vraies voix ce soir à 17h en direct du Salon des maires. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.